bien le bonjour à tous, c'est Mister Cult, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. On se retrouve pour un nouvel entretien ciné avec une invitée un petit peu à part, parce que d'habitude, depuis que j'ai créé cette chaîne, j'ai souvent eu des invités, collègues youtubeurs spécialisés dans le cinéma, ou voir d'autres spécialisés dans le jeu vidéo, mais là on va parler un petit peu littérature avec une personne adorable que j'avais eu la chance de rencontrer l'année dernière en festival. Je veux bien sûr parler de la magnifique, de la grande, mais de la terrifiante Orezza Dante, la voici. Bonjour Orezza. Bonjour, Comment tu vas? ça va, c'est bien, c'est Pâques, c'est cool. Oui, ça va, vous êtes bien coiffré de chocolat. Ouais, plein de chocolat, des M&M's, comme s'il en pleuvait. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir avec moi. Ça fait à peu près, je crois, presque un peu moins d'un an qu'on était un petit peu resté en contact parce que si je dis pas de bêtises, on s'était rencontrés l'année dernière au Bloody Weekend. Si Ouais, ouais, c'est ma c'était mémoire. même avant, je pense, au Bloody Weekend, parce que je crois que Déjà, l'année dernière, déjà il y a 2 ans. ouais, je crois qu'il y a 2 ans. Je crois que l'année D'accord. dernière, je pouvais pas le faire parce qu'il y avait un chevauchement de festival. J'étais ailleurs à ce moment-là. D'accord, ok. Mais depuis, voilà, je crois justement, j'avais fait un petit peu un petit tour des stands et je crois que vous avez déjà fait une petite interview un petit peu pour vous présenter. Donc là, maintenant, voilà, j'ai la chance de vous avoir avec vous pendant. On va voir combien de temps ça va nous mener. Bon, en général, c'est au moins une bonne heure. Maintenant, voilà, tout dépendra de votre inspiration. Je voulais savoir du coup, bah, un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas, déjà un petit peu de vous présenter. Donc, je suis Orezza Dantes, je suis auteur plutôt fantastique, horreur, parfois romance aussi, parce que j'aime bien varier les styles. Donc je m'interdis rien. J'ai beaucoup publié en fantastique horreur, hein, surtout chez Octokill, et il y en a un autre qui est au Chat Noir qui s'appelle Au-dessus. D'accord. À quel moment justement la littérature a commencé à faire partie de votre vie? Bah, tout le temps. Depuis petite, en fait, j'ai commencé à lire beaucoup quand j'étais enfant, adolescente. Ensuite, bon, bah, il y a eu les études, donc j'ai moins lu. Le travail aussi, j'ai moins lu. Mais l'imaginaire continue de travailler toujours. On a toujours des histoires qu'on s'invente parce qu'on a une base. On a toujours aimé imaginer des choses à partir de certaines choses qui nous marquent, que ce soit des films, des livres ou des histoires qu'on lit dans les journaux qui nous font travailler l'imaginaire. Et à un moment, eh ben, il faut que ça sorte. Et c'est sorti sous le plan de l'écriture. Il y a un moment, on a besoin de libérer nos histoires. Justement, vous m'avez dit vous êtes plutôt axé fantastique. Euh, pourquoi le fantastique en particulier? Parce que le fantastique, c'est une sorte de dérèglement, on va dire, de la réalité. On a la réalité qui existe. C'est Lovecraft l'expliquait très bien. C'est-à-dire que on a une réalité qui est celle qu'on connaît, celle qu'on a tous les jours, et on a un événement qui vient bousculer cette réalité. Dans votre introduction, dans votre film de générique, on a par exemple le projet Blair Witch qui est abordé. Hmm. Donc là, on a par exemple des jeunes gens qui partent en forêt, qui vont faire un film sur la sorcière de Blair et dont la réalité bascule à un moment parce qu'ils se perdent et ils sont assaillis par des choses qu'on ne voit pas. Et là, c'est le fantastique qui arrive. Donc on part d'un événement très anodin, une promenade dans les bois pour faire un film documentaire qui est fait par des étudiants et qui va basculer dans une autre réalité. Le fantastique, c'est ça, c'est l'éruption d'une autre réalité dans notre réalité. Et je trouve ça assez fascinant. Souvent, on, souvent, on le cache. En littérature, par exemple, on a en France une sorte de phobie de ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on ne le dit jamais. Les grands éditeurs comme Gallimard, par exemple, vont publier des œuvres qui sont fantastiques. Il y en a même une qui a eu le prix Goncourt il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans. Et on va jamais la vendre comme du fantastique, on va la vendre comme de la grande littérature. Sauf que le fantastique, ça peut être de la grande littérature. Quand on prend Peau de chagrin de Balzac, c'est de la grande littérature, mais c'est du fantastique. L'histoire de la peau qui rétrécit comme la vie de l'homme en question, c'est du fantastique. Et je trouve que c'est dommage de se priver d'un genre en disant que c'est un mauvais genre,
C'est pareil pour l'horreur. L'horreur est intéressante aussi parce que c'est un sentiment, c'est quelque chose qui fait vibrer les personnes. Il n'y a pas que la romance qui peut faire vibrer. C'est aussi l'horreur, le fantastique. C'est créer le décalage et créer des moments de réflexion, en fait, autour de choses qui paraissent anodines. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, le fantastique. En fait, vous avez un petit peu détourné ce que ma prof avait dit. En fait, c'est que pour elle, le fantastique, c'est l'irruption de l'irréel dans le monde réel, ni plus ni C'est moins. ça. Par rapport un petit peu à votre carrière, justement, est-ce que au fil des années, vous avez eu un petit peu des inspirations? Je sais qu'en général, un artiste essaie de tracer sa propre voie, d'avoir son propre style, mais malgré tout, est-ce que quand vous vous êtes lancé, vous avez des auteurs, voire des films qui vous ont inspiré pour créer un petit peu votre univers? Bah, l'univers, c'est en fonction des envies, chaque fois. Chaque livre est différent et c'est une envie différente qui est au départ. Quand j'ai commencé à lire beaucoup à l'adolescence, bah, c'était la période de Stephen King, d'Anne Rice. Donc, c'est les grands fondamentaux, on va dire, du fantastique tel qu'on le connaît maintenant. C'est pareil, je suis d'une autre génération et un des premiers films horreur fantastique que j'ai vu, c'était L'Exorciste. Donc c'est des choses fondamentales maintenant. The Shining, L'Exorciste, Anne Rice, Stephen King, La quatrième dimension. C'est des choses comme ça qui sont ancrées et qui ont travaillé mon imaginaire. Ensuite, il y a eu la période des années 80 qui était très propice à ce genre de film. On a notamment Angel Heart, dont on risque de parler tout à l'heure. Mais il y a eu d'autres films aussi dans les années 90, comme Mulholland Drive, qui m'ont beaucoup marqué. On m'avait justement, avant qu'on se lance dans cet entretien, on m'avait parlé du Mulholland Drive, en général l'œuvre de David Lynch en général. Vous Ouais. m'avez parlé aussi du Dracula de Coppola, Oui, qui oui. a eu une grande influence sur vous. Oui, oui, oui. C'est Dracula de Coppola, ça c'est un film que j'ai vu 2 fois le même jour, lors de sa sortie quand même. C'était tellement c'était important. Dracula, c'est un roman que j'avais dévoré à l'adolescence en étant extrêmement frustrée par le rôle des femmes à l'intérieur. C'est-à-dire que les femmes sont souvent à l'origine des événements et parce que ce sont des idiotes. Elles créent l'événement parce que là, ça sent mauvais, donc elles laissent la fenêtre ouverte et donc le conte peut arriver. Et Mina, qui est le personnage féminin central, n'est quand même réduite qu'à un rôle de dactylo le roman, alors qu'elle a un rôle beaucoup plus central dans le film de Coppola. C'est un changement d'époque et un changement de positionnement du personnage, qui est intéressant. Ça permet aussi de retransmettre les rapports sociaux à une certaine période. Il regroupe un petit peu tout, un petit peu vos thèmes que vous abordez dans vos livres. Oui, et le Dracula de Coppola m'a servi de base, en fait, pour écrire un livre qui s'appelle Bathory et qui est publié aux éditions Octokill. Je peux vous montrer la couverture d'ailleurs, je ne l'ai pas très loin. Si vous voulez. Après, moi, justement, il y avait les romans. J'ai pris un petit peu les images. Donc, elle est là. Voilà, c'est celle-là. Ouais, c'est là, avec le super travail sur la couverture, Elle est magnifique. qui est magnifique. Ouais. C'est un roman unique, un one-shot, D'accord. autour du personnage de la comtesse Bathory. Qui est un personnage qui est comme Vlad Tepes, le Dracula, le petit dragon, qui est à l'origine du vampire moderne. Donc on a la Transylvanie qui est partagée entre 2 États, la Roumanie et la Hongrie, et Vlad Tepes c'est plutôt le côté roumain, et la comtesse Bathory on est côté hongrois. Il y a une centaine d'années entre les deux personnages, mais ces deux personnages à la légende très très sanglante. Et je me suis servi de la Bathory pour écrire une histoire de vampire en miroir au Dracula de Bram Stoker, mais qui ne se résume pas à l'histoire de Bram Stoker. L'idée, c'est pas de plagier, c'est de faire quelque chose de différent. On en reparlera avec Corporation tout à l'heure aussi, pareil. C'est l'idée de prendre les mêmes ingrédients, mais d'en faire autre chose,
de le transposer dans une autre époque et de reprendre par rapport à notre analyse, nous, de la société. C'est-à-dire que le Dracula de Bram Stoker, c'est une société victorienne avec un rôle des femmes qui est moindre, qui est réduite à une incarnation d'une idiote, alors que là, je prends une héroïne féminine forte et qui est porteuse des valeurs féministes de notre époque. Et je le transpose fin 19e dans ce qu'on appelle la Belle Époque en France, ce qui correspond à l'époque, on va dire, édouardienne en Angleterre. Si je dis pas de bêtises, la comtesse Bathory, c'était celle qui se baignait dans le sang. Exactement, elle prenait des bains de sang de ses bonnes pour entretenir sa jeunesse. Tout ce que je vois justement dans votre œuvre, c'est que les questionnements autour des femmes et de leur traitement est quelque chose qui vous tient à cœur dans votre travail. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut leur donner, il faut donner aux femmes c'est pas seulement parce que je suis une femme en tant que personne. Je pense il faut leur donner un peu une place. Souvent, les romans, quand on prend les romans, c'est souvent des hommes qui sont les acteurs principaux des romans. Et je le déplore. Je pense qu'il faut oser donner une place aux femmes aussi et leur donner un rôle moteur. Elles sont pas seulement là pour tomber amoureuses du héros et servir de faire valoir, elles sont aussi là pour agir. Peut-être que ce soit durant votre jeunesse ou actuellement, est-ce qu'il y a des auteurs en ce moment qui vous parlent un petit peu, auxquels vous suivez énormément leur travail? En ce moment, je regarde beaucoup Sir Cédric. Ce qui fait, voilà, c'est un auteur qui est absolument fascinant. Moi, je trouve que son travail est très intéressant. Ensuite, je regarde un peu tout ce que font mes collègues chez Autokill aussi. C'est aussi intéressant de regarder ça, le chat noir. Il y a un bouillonnement, je trouve, en France, d'auteurs qui sont émergents et qui n'ont pas suffisamment de résonance. On va dire que il n'y a pas de promotion. On a l'impression que le milieu fantastique, horreur, etc., c'est un petit milieu et qui est un peu interdit de gros festivals. Quand on a vu Livre Paris avec les exigences financières pour avoir un stand là-bas, je trouve que c'est dommage de se priver de ces auteurs, de cette voix, et de se cantonner aux grands auteurs, grande littérature. Mais qu'est-ce que c'est la grande littérature? C'est des gens qui vont vous parler de leur nombril et de leur crise de la cinquantaine. C'est vachement intéressant, ça. Surtout qu'en plus, bah, comme on en avait parlé quand on s'est rencontrés, c'est que malgré tout, quand même, des festivals qui autour du fantastique, on en a quand même, il y en a quand même énormément qui commencent à se développer depuis Oui. ces années. On parlait du coup du week-end, mais moi qui suis dans le Grand Est, hein, je viens de Strasbourg. On a le festival du film fantastique de Strasbourg justement au mois de septembre. On a le festival de Gérardmer. On a, enfin, on a plein de festivals qui tournent autour de ça. Là, en ce moment, on était en plein BIF à Bruxelles. Donc, c'est quand même un genre qui attire énormément. Ce n'est plus un public de niche. Et pourtant, comme vous avez dit, il y a encore un petit peu ce rejet. Oui, bah, ça m'est arrivé de faire des dédicaces dans une Fnac. Et j'ai une dame à un moment qui s'approche et qui commence à regarder mes livres assez dédaigneusement. Bon, moi je lui souris, hein, je souris toujours aux gens qui viennent me voir et puis je lui demande ce qu'elle aime lire. Et elle me fait oh, mais certainement pas ça. Moi j'ai été jury du prix je sais pas quoi. Moi, je ne lis que de la grande littérature. Si ce n'est pas Marguerite Yourcenar, je ne lirai pas. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est assez spécial. Et on sourit, on dit, écoutez, merci madame, au revoir. En restant poli mais enfin bon, c'est symptomatique, je trouve, de certaines personnes qui viennent, qui regardent pour vous balancer leur morgue à la figure. C'est assez dommage. Par rapport justement à votre univers, au niveau de l'horreur, est-ce que vous entrez vraiment de l'horreur de façon frontale? Est-ce que vous êtes très
plutôt, comment dire, Horreur euh, graphique, oh, ouais, horreur description. graphique. Oui, Euh, Justement, dans Corporation, oui, j'y vais. d'accord. Pas forcément dans tous, mais dans Corporation, oui, il y a certaines scènes où je préfère prévenir les gens qui viennent sur le stand en disant qu'il y a certaines scènes qui sont vraiment gore. Ok, d'accord. Au niveau de votre carrière, ça fait à peu près combien d'années que vous vous êtes lancé? Alors, c'est un peu compliqué. On On est va en dire, 2025. ouais, Comptez les années. 2025. Ouais, on va dire que ça fait une dizaine d'années, ouais, 10-12 ans que j'écris. Mhm, C'est un peu la quarantaine qui m'a décidé. Voilà, d'accord. je donne une idée de mon âge. Voilà, c'est scoop. Euh, J'avais longtemps retenu l'envie d'écrire, en fait, parce que je pensais que c'était réservé à des gens qui savaient mieux écrire que moi. Et La grande puis, littérature qui disait. voilà, exactement. C'est tout ce concept qui pesait un peu sur les épaules. Et je m'étais dit, mais jamais tu n'écriras comme ça. Jamais tu n'y arriveras. À un moment, vers la quarantaine, j'ai commencé à lire ce qui étaient les best-sellers de l'époque, notamment les Fifty Shades of Grey, tout ça, parce que j'ai toujours aimé un peu la romance. Et je me suis dit, mais en fait, c'est tout simple. Pourquoi tu t'interdis d'écrire alors que des choses qui sont pour moi mal écrites, mal traduites en plus, euh, ben, font autant de lectures. Donc, et puis, t'as autant d'histoires à raconter que en ont ces personnes finalement. Donc, je me suis lancée, j'ai commencé à écrire dans mon coin. Je me suis mis sur Wattpad pour partager un peu mes histoires. Et puis, de fil en aiguille, j'ai cherché à voir si je pouvais être éditée. Et ben, ça a commencé à marcher. Et puis, j'ai commencé à éditer quelques livres. Et puis j'ai continué. Voilà. Quand justement ça vous a motivé à continuer, comment un petit peu vos premières œuvres ont été reçues dans l'ensemble, je sais pas, par le public, par la critique? Bah, j'étais assez étonnée. Les premières œuvres, ben, c'était la trilogie de la saga des Astres, qui était parue aux éditions Liseresque, qui ont malheureusement fermé en cours de route. Ça arrive souvent sur les petites maisons d'édition parce que justement, c'est des modèles économiques assez fragiles et qui ont besoin de vente et beaucoup de soutien. Et ben, souvent, c'est compliqué pour eux. Et ben, les astres ont été très très bien reçus, notamment sur Amazon, où il y avait de très bonnes ventes. Là, j'espère la faire rééditer prochainement, cette trilogie, chez Octokill. On est en discussion par rapport à ça. D'accord, ok. Donc c'est un petit Euh, scoop là que je vous donne. ah, attention, J'ai notez. commencé à la retravailler là, cet hiver et puis j'espère en sortir une version encore mieux pour chez Autokill. Quand vous préparez un livre, un petit peu comment est un petit peu votre méthode de travail? Est-ce que d'un coup, je sais pas, vous regardez un petit peu l'actualité, vous avez vu un film et d'un coup, paf, le petit déclic et vous commencez, vous vous lancez à écrire? Ah mais oui, oui, il y a des déclics comme ça. Il y a des idées qui viennent et puis euh, en général, je commence par me documenter sur le sujet qui m'intéresse. Je n'écris pas dans le vide et j'aime bien la cohérence. Donc, j'aime pas écrire n'importe quoi sur, par exemple, un personnage historique comme la Bathory. J'ai fait des recherches historiques avant d'écrire, que ce soit sur le personnage ou sur l'époque dans laquelle je la replaçais. Puisque je la replace dans Paris de la fin du 19e siècle, il fallait que je sois cohérent par rapport à ce qui existait à ce moment-là à Paris, fin du 19e siècle. C'est-à-dire, est-ce que la tour Eiffel était construite? Où est-ce qu'on allait? Quels étaient les lieux à la mode? Qu'est-ce qu'on mangeait? Qu'est-ce qu'on faisait pour s'amuser? Des choses assez simples, mais qu'on ignore, nous, parce qu'on va se replacer dans un contexte vraiment moderne. Donc, chaque fois, je fais des recherches. Corporation, par exemple, ça a été des recherches sur le vaudou. Mhm. Savoir quels étaient les dieux vaudous, comment on faisait une cérémonie, quels étaient les moments importants, les artefacts importants de ce culte. Quand vous vous lancez dans l'écriture, à peu près quand
vous avez à peu près votre ligne directrice, vous mettez à peu près combien de temps pour écrire un livre en moyenne? C'est extrêmement variable. C'est extrêmement variable. Il y a des choses que j'ai commencé que j'ai pas fini, que je laisse poser parce que je me sens pas de les écrire en ce moment. Et puis il y a des choses qui s'écrivent très très vite en fait parce que l'histoire est là depuis longtemps. Donc par exemple si on prend les astres, le premier, l'astre du cœur, a été écrit en 2 mois au téléphone. Ok. Parce qu'il était publié sur Wattpad quotidiennement. Y a-t-il un genre auquel vous êtes pas affilié, auquel vraiment ça ne passe pas? Même que ce soit peut-être dans le registre fantastique, est-ce qu'il y a, ou dans l'horreur, il y a quelque chose que vous vous dites déjà que même cinématographiquement, vous pouvez pas regarder parce que ça vous intéresse pas, ou même que dans l'écriture, vous direz, je pourrais pas traiter de ce sujet parce que il y a le courant qui passe pas, l'univers ne me parle pas. Euh, non, il n'y a rien qui me vienne vraiment. Je sais que je suis plus réticente à écrire de la science-fiction. Science-fiction vraiment pure. Je m'y suis lancée à travers quelques nouvelles. Certaines ont été publiées, comme Conjuration triangulaire qui a été publiée chez Gandhar. Mais voilà, c'est un style où je suis un peu moins à l'aise, c'est-à-dire la projection spatiale, les choses comme ça, c'est moins mon univers. J'ai essayé, parfois bien, enfin, quand je lis ce que j'ai fait, j'ai pas honte de ce que j'ai fait, mais c'est pas mon style de prédilection, on va dire. D'accord. Bon, vous m'avez un petit peu répondu à cette question avant, mais malgré tout, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, des genres que vous aimez lire? Est-ce que, même si voilà, vous avez votre univers fantastique, mais en dehors, est-ce que il y a des œuvres non fantastiques qui vous parlent? Je sais pas, le polar, voire même dans le cinéma, genre par exemple, est-ce que le western, c'est quelque chose qui vous plaît, par exemple? Oh, je suis assez éclectique, hein, je suis capable de tout regarder. Du western, oui, bien sûr, parce que j'adore les chevaux, donc vous voyez les couples là derrière, c'est moi. Donc le western, bien sûr. La romance, ben, ça, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Euh, non, il y a vraiment pas de genre qui me rebute a priori, hein. Une D'accord. bonne comédie, ça me fera toujours rire et il y a des moments, c'est salutaire. Vous revenir un petit peu avec peut-être Internet, on a énormément, comme vous le voyez, moi j'ai une chaîne YouTube où je fais des critiques de cinéma, où je parle du cinéma en général, et justement par rapport à la littérature, que ce soit, je sais pas, des chroniqueurs, des critiques ou des, je sais pas comment, je sais pas si ça se dit encore, des blogueurs. Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de toute cette vague de critiques un petit peu qui justement utilisent un petit peu les réseaux sociaux pour donner là un petit peu leur point de vue? Ben, c'est bien parce que c'est moins stéréotypé que ce qu'on va trouver chez Télérama ou dans Le Monde. Parce que je Mhm. suis lectrice du Monde et de temps en temps, je vais voir les critiques littéraires ou cinématographiques. Et bon, c'est la vie de critique parisien, on va dire. Donc c'est un petit milieu qui va s'auto-coopter quelque part et qui va produire une vision très, très particulière de ce que doit être un bon livre ou un bon film. Donc là, on a des gens qui viennent de tout milieu, de tous endroits en France, et qui vont parler et parler avec leur cœur, avec leur bagage à eux, de ce qu'ils ont pensé d'un film ou d'un livre. Et c'est intéressant de voir que tout le monde peut prendre la parole et tout le monde peut dire ce qu'il pense d'un livre et on se fait une meilleure idée à son niveau. C'est-à-dire que c'est pas le niveau d'un intellectuel parisien hyper éclairé qui aura été voir tous les spectacles parisiens, qui aura partagé ça entre divers restaurants ou bars très en vue à Paris. C'est des gens normaux, des gens de tous les jours qui vont dire bah ouais, j'ai vu ce film, mais moi personnellement, il m'a pas touché et j'ai rien compris, par exemple. Parce que justement, il y a, je sais plus qui c'est qui en parlait un petit peu sur Internet, mais que ceux
comment dire, qui travaillent un petit peu dans les revues ciné, que ce soit, je sais pas, peut-être Cahiers du cinéma ou Positive ou tout comme ça, qu'un petit peu, ils ont toujours un petit peu ce rejet d'Internet, que les gens qui font des critiques sur Internet, YouTube ou autre, ils n'ont pas cette légitimité. Et je trouve ça un petit peu dommage de rester enfermé un petit peu dans cette idéologie. Ben, si on part par là, moi j'ai pas de légitimité à écrire parce que je suis pas écrivain de formation, hein. Je suis pas professionnel non plus, et pourtant j'écris. Donc c'est pareil, vous faites de la critique, c'est pas votre métier, mais vous le faites par passion. Oh, j'ai été en école de cinéma quand même. Oui, vous avez été en école de cinéma, mais j'ai beaucoup écrit pour mes études, mais ça ne fait pas de moi un écrivain professionnel. J'apprends tous les jours et je fais des erreurs tous les jours et je me corrige et j'essaie d'apprendre. Et c'est aussi ça l'intérêt, c'est de pouvoir faire bouger les lignes avec des choses qui sont différentes et qui changent de l'habitude. Sans ça, on resterait aux années 50 et ça serait toujours la même chose. C'est ça aussi la modernité, c'est accepter qu'il y ait de nouveaux canaux, de nouvelles voix qui s'élèvent. On le trouve aussi en musique. Quand on regarde des gens comme Aya Nakamura, je suis pas fan, hein. Je le dis tout net, Jul, Aya Nakamura, c'est pas du tout ce que j'écoute. Je suis plutôt métal, rock, enfin voilà. Assez vintage dans mes goûts, mais c'est quelque chose d'intéressant parce qu'elle fait évoluer la langue, elle fait des choses qui n'auraient pas été vues il y a 10 ans avant. Et elle se sert des différents outils qui sont maintenant à notre disposition. Maintenant, il y a également un débat sur l'utilisation de l'intelligence artificielle qui arrive et qui est un outil pour moi. C'est plus un outil qu'une concurrence. Le problème, c'est qu'on pose le débat actuellement en concurrence et non pas en termes d'outils. Et ça me gêne un peu. Je pense que c'est peut-être dû au fait que l'intelligence artificielle, en même pas 2 ans, a tellement évolué que je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ont peur, que justement ça peut tuer un petit peu le travail de certains créateurs. C'est peut-être pour ça que je pense qu'ils ont peur. Je suis d'accord avec ça. Il y a une question de droit d'auteur à régler, qui n'est pas réglée. Ça, juridiquement, on est tout à fait d'accord. En revanche, je trouve que c'est un outil fantastique. C'est un outil de création fantastique. Et dire je vais ostraciser tous ceux qui s'en servent, je pense qu'il y aurait un gros ménage à faire parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en servent déjà. Avant qu'on entre dans le vif du sujet avec le film que vous avez choisi, je voulais revenir un petit peu sur des questions cinéma et je voulais savoir un petit peu, même si vous m'avez déjà parlé un petit peu de L'Exorcisme, mais quel vraiment a été votre gros choc cinématographique et par rapport au cinéma fantastique, est-ce qu'il y a des réalisateurs, il y a des auteurs qui vous parlent plus que d'autres? Alors, un de mes gros chocs cinématographiques, ça n'a pas été en fantastique, ça a été le jour où j'ai découvert Almodovar. Donc, c'est autre chose, donc ça vous montre que je suis un peu assez éclectique. Oui. Un autre choc, ça avait été Impitoyable de Clint Eastwood. À l'époque, j'étais étudiante et je vivais au-dessus d'un cinéma. Donc, quand j'avais du temps, je descendais, j'avais pas de télé, donc je descendais au cinéma. Comme j'étais étudiante, ça coûtait pas cher et je voyais plein de films toutes les semaines. Donc, découverte de Talons Aiguilles et puis d'Impitoyable de Clint Eastwood, ça avait été des événements très très marquants. Mais L'Exorciste, la première fois que je l'ai vu en cachette avec des copines, ça avait été aussi très marquant. On avait cité Mulholland Drive. Est-ce que c'est l'œuvre de David Lynch en général qui vous fascine, que ce soit Blue Velvet, Elephant Man ou encore la série Twin Peaks par exemple? Ouais. Oui, il y a toujours un élément de mystérieux chez Lynch. Il y a quelque chose qui reste toujours inexpliqué. Et Mulholland Drive, c'est celui qui me fascine le plus parce qu'on a une histoire à reconstruire complètement. Et ça, on a l'impression de comprendre au début. Et puis, il y a la boîte de Pandore qui s'ouvre au milieu du film. Et là, le film part et on se dit qu'on n'a rien compris.
et que il faut tout reconstruire et comprendre le film différemment. Et c'est ce qui m'a beaucoup fasciné dans Mulholland Drive et c'est ce qui m'a aussi inspiré pour Corporation avec Angel Art. C'est les deux films qui sont à l'origine de ce roman-là. Ça fait à peu près 10 ans que vous écrivez. Alors ça, c'est la question un petit peu chiante, mais est-ce qu'il y a malgré tout, sur toutes les œuvres que vous avez fait, il y en a une en particulier dont vous êtes vraiment le plus fier? Ah ben, c'est tous mes bébés, hein. Ah. Donc, est-ce qu'on préfère un enfant plutôt que d'autres? C'est assez difficile. Ils sont tous différents. Donc voilà, c'est des moments différents, c'est des inspirations différentes, et je les aime tous pour des questions différentes. Autant Batory, c'est une façon de répondre à une lecture d'adolescence qui était Bram Stoker. Autant Corporation répond à des flashs qui me reviennent d'Angel Art ou de Mulholland Drive, des choses qui m'ont marqué d'un point de vue cinématographique. La trilogie des astres, c'est encore autre chose. C'est des histoires de loups-garous que j'ai vues dans différentes séries, que ce soit Buffy contre les vampires ou la série qui passait sur MTV, j'ai oublié le nom, avec des loups. J'ai oublié. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, c'est différents moments de ma vie qui m'ont inspirée avec des œuvres différentes, en fait. Ok. Est-ce qu'il y a, si je me souviens bien, il y avait aussi des œuvres que vous avez participé avec un collectif d'autres auteurs, si je ne dis pas de bêtises aussi? C'est des anthologies? Oui, c'est ça. Oui, des Comment en fait vous êtes venu? Il y a des gens quelqu'un qui vous a proposé de participer. Comment ça s'est passé? Oui, c'était un très bon ami à moi qui m'a proposé de rejoindre une anthologie. En fait, il s'agissait de Bruno Poceschi, avec qui j'étais vraiment très très proche. C'était vraiment un ami très proche qui est malheureusement décédé au mois d'octobre dernier, qui m'avait proposé de venir sur une anthologie sur les jeux vidéo, les réseaux sociaux numériques, etc. Et voilà, j'ai fait une nouvelle pour lui qui s'appelait Homo Raptor. D'accord. Vous-même, vous êtes une grosse joueuse de jeux vidéo ou pas du tout? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors là, franchement, je suis même plutôt nulle, mais vraiment nulle. D'accord. Même pas la peine. Une petite partie de Mario Kart entre amis, c'est sympa aussi. Ouais, Mario Kart, oui, je connais. Oui, les Wii, j'ai joué à la Wii, des choses comme ça. Bon, quand j'étais plus jeune, adolescente, j'avais un Donkey Kong. C'était mon grand jeu. Mais bon, mes expériences de gaming s'arrêtent là. D'accord. Au fil des années, vous avez quand même fait différents festivals, hein, comme on en parlait avant avec le Bloody Weekend. En tout cas, c'est celui qui me parle le plus, hein, forcément. C'est là où je vous ai rencontré. Mais au fil des années, vous avez souvent été invité à d'autres festivals, également de littérature. Quel est un petit peu votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, bizarrement, c'est pas un festival très littéraire. C'est un rendez-vous un peu particulier qui est à côté de chez moi à Dijon, qui est la foire des sorcières de Malin. D'accord. Donc ça se passe dans un vieux village médiéval, on va dire, et pendant 2 jours, c'est la fête des sorcières, avec 30 000 personnes qui passent dans le village, des déambulations, de la musique et une atmosphère très particulière et vraiment très très sympa. D'accord, ok, bah c'est bon à savoir. Je pense qu'il y a aussi le fait à force d'être dans des festivals de ce type-là,
vous avez tendance aussi un petit peu à retrouver toujours les mêmes personnes? Est-ce qu'au fil des années, voilà, vous avez affilié un petit peu des liens avec certaines? Je sais que moi, par exemple, moi qui habite Strasbourg, il y a quelqu'un que j'apprécie énormément qui s'appelle Violette de Charnage. J'ai aussi également les Mignonstres. Au fil des années, je pense que vous avez un petit peu tissé des liens avec vos confrères. Bah, surtout avec mes co-auteurs maison d'édition, parce que quand on est en dédicace sur un stand, on parle beaucoup entre nous, en fait. Et bon, on est souvent ensemble tout le temps sur le même stand. Donc c'est une question aussi de proximité avec les auteurs. Bah, c'est mon premier festival, j'ai rencontré Bruno Poceschi par exemple, et on s'est plus quitté jusqu'à son décès. On avait quasiment une correspondance quotidienne pendant des années. Au niveau de vos futurs projets, on m'avait parlé que vous étiez en train de peut-être refaire la réédition de la trilogie des Astres, mais est-ce que vous êtes déjà sur de nouveaux projets d'écriture? Est-ce que vous avez déjà un nouveau livre en tête? Donc il y a les Astres que j'espère faire reparaître. Il faudrait que je travaille pour le Chat Noir aussi. Il faudrait que je fasse un tome 2. Voilà, c'est en stand-by. Et franchement, enfin, voilà. Il y a eu différents événements dans ma vie qui ont fait que c'était compliqué d'écrire à ce moment-là. J'ai des idées de romans autres, notamment une idée maison hantée, avec des stars de la télé-réalité que je trouverais assez rigolo. Mais voilà, j'ai plein de petites choses, mais peu de temps en fait pour écrire, c'est ça le problème. Au niveau des genres que vous écrivez, vous êtes très axé sur le fantastique, assez grosse dose d'horreur graphique, mais est-ce que ça pourrait vous arriver dans les années à venir de me dire, ah, est-ce que peut-être je changeais un petit peu mon registre, que je resterais dans le fantastique, mais peut-être une horreur, comment dire, un petit peu tout public par exemple, pour essayer d'élargir un public? Bah, la trilogie des As, c'est du fantastique et du fantastique tout public. C'est pour ça que je veux la republier, parce que les lecteurs de cette trilogie étaient vraiment de 7 à 77 ans. Dans mes lecteurs, j'avais vraiment une gamme très large de personnes, et ça convenait à la fois à des très jeunes et des personnes plus âgées qui avaient lu ça et qui m'avaient dit « mais en fait, j'ai bien aimé ». Donc j'étais assez surprise parce que pour moi, j'avais ciblé plutôt un public adolescent, et je me retrouvais avec des lecteurs qui allaient sur un spectre très large. D'accord. Le fait que ça soit une trilogie et que justement vous profitez un petit peu pour faire la réédition, est-ce que peut-être dans un coin de votre tête, pourquoi pas prolonger l'univers avec peut-être un tome 4 prochainement, ou clairement la trilogie c'est fini, il y a un début, un milieu et une fin, ou peut-être laisser possible il y a l'idée d'un +1 en fait. Un +1 un peu particulier, parce que la fin, je vais pas spoiler la fin de la trilogie. La fin, certains m'en ont beaucoup voulu en fait de ce qui se passe à la fin. Donc vous achetez quand il sera réédité, vous verrez pourquoi on m'en veut un peu. Et l'idée, ça serait de faire un +1, un livre un peu spécial, et qui compléterait la trilogie d'un point de vue plus, on va dire, cosmique, puisque ça s'appelle la trilogie des Astres, autant que ça se termine dans les étoiles. De ce que je vois, quand même, la trilogie des As a l'air d'avoir quand même un certain succès. Quand je parlais de prolonger l'univers, pas forcément avec un tome 4, mais peut-être avec cette appellation qu'on aime bien donner en ce moment, un spin-off ou quelque chose ou une nouvelle sur un personnage en particulier très apprécié des fans. Non, ça sera un +4, un +1, mais pas vraiment un 4. D'accord. Ni un spin-off. Ça sera vraiment inscrit, mais inscrit dans l'idée astrale. On est à peu près à 40 minutes de live. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet avec le film que vous avez choisi, Angel Heart, donc qui est un film réalisé par Alan Parker, un réalisateur que j'apprécie énormément, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était connu pour avoir fait par exemple Midnight Express, Fame, ou le film Pink Floyd, ou encore Mississippi Burning. Ouais.
Et très très bon film. Et je vous propose, avant qu'on entre dans le vif du sujet, pour vous parler un petit peu de votre ressenti par rapport à ce film-là, qu'on se remette juste un petit peu la bande-annonce vite fait pour se remettre un petit peu les idées en place. C'est parti. Ok. Mr. Angel, my client, Monsieur Louis Safran. Do you by chance remember the name Johnny Favorite? My interest is only in finding out if he's alive or if he's dead. You want me to check it out? I'm a private detective paid to snoop around. He's dead, Mr. Angel. Well, you know what they say about slugs. They always leave slime in their tracks. Are you afraid? Yeah, I'm afraid. I'm a murder suspect already in 2 cases. Did you kill him? No, but the cops might think I did. The Prince of Darkness protects the powerful. The egg is the symbol of the soul. Did you know that? It's funny, I have a feeling I've met you before. Voilà, voilà. Ambiance. Ouais, comme vous pouvez le voir, le film a été restauré, je le sais puisque je l'ai acheté. Voilà. Alors, Angel Heart, comme on a pu le dire, c'est un film réalisé par Alan Parker qui est l'adaptation d'un roman Fallen Angel de William Jordsberg, excusez-moi monsieur si j'écorche votre nom, paru en 1978, qui narre l'histoire donc d'un enquêteur privé, Harold Angel, dans les années 50, et qui est engagé par un certain Louis Cypher pour retrouver un ancien artiste qui s'appelait Johnny Favorite, sauf que depuis une dizaine d'années, cette personne a totalement disparu, donc il engage ce Angel pour essayer de le retrouver, puisque Monsieur Cypher avait conclu une sorte de pacte. Voilà. Et le problème, c'est que durant son enquête, les morts autour de Johnny Favorite vont commencer un petit peu à s'enchaîner. Du coup, vous m'avez dit, Angel Heart, ça a été une grosse inspiration pour une de vos œuvres. Enfin, j'ai mal à parler, excusez-moi, j'ai pas beaucoup dormi. Et donc, à savoir Corporation. Ouais. Voilà. Oui, ça a été une grosse inspiration. Les ingrédients ont été une grosse inspiration parce que l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas de refaire la même chose, c'est de prendre les ingrédients et de les agencer à sa façon et de produire une autre histoire. C'est pas de copier, ce qui est intéressant, c'est de se nourrir et de refaire quelque chose de différent. Donc là, c'est Angel Heart, c'est un film très noir, très sombre, un thriller où on progresse, très sanglant. On est dans l'horreur graphique assez fréquemment parce qu'il y a des scènes assez trash. Il y en a même qui ont été coupées au montage, qu'on redécouvre après. Voilà, et c'est un film qui a construit un peu sa légitimité dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, il n'a pas été très bien reçu, et ensuite, il est devenu culte, mais au fil des ans. Donc c'est aussi intéressant de voir comment une œuvre peut être perçue à sa sortie et évoluer dans le temps avec le goût des époques qui changent. Allez-y. Et peut-être une plus grande tolérance, une plus grande ouverture d'esprit au fantastique. Justement, ce que vous disiez par rapport à l'Oracule, c'est que le film a été une sorte de semi-échec à sa sortie, et qu'en plus,
comme vous disiez, par rapport à sa violence graphique, voire même les nombreuses scènes de sexe. Je crois la commission de censure, ils ont failli le classer film X. Et clairement, avoir ce classement-là, c'est tuer un film, clairement, parce que il n'est pas diffusé dans les cinémas habituels, et c'est plutôt les autres cinémas. Et clairement, là, ça permet pas au film de marcher. Donc, Alan Parker a dû faire quelques coupes. Malgré tout, on retrouve quand même certaines scènes assez hard quand même, parce que je l'ai revu justement pour l'entretien. Il y a quand même une scène de sexe entre Angel et les abonnés. Les abonnés là, qui est la fille de Johnny Favorite, et il y a une scène de sexe en termes de montage qui est très violente et très brutale, qui même moi en l'ayant revu en plus ce montage où ils sont en train de coucher ensemble, et d'un coup le lit se retrouve couvert de sang. Même moi, ça m'a mis quand même assez mal à l'aise. Et le fait en plus que ce personnage d'Angel commence à avoir plein de personnes qu'il a côtoyées qui commencent à mourir petit à petit, qui commencent à un petit peu avoir des visions. En fait, ça m'a rappelé un film qui est sorti, je crois, 1 ou 2 ans après, qui a presque un sujet un petit peu similaire. Ça m'a énormément rappelé L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne aussi, que je trouve avait beaucoup de similitudes avec cette personne au passé trouble, en tout cas dont il ne se souvient pas, et où vraiment l'aspect fantastique va vraiment arriver vers la fin avec des visions horrifiques, et justement sur la nature même de son personnage qui petit à petit en fait commence à découvrir qui il est vraiment. Et il y a eu beaucoup de similitudes avec ça. L'échelle de Jacob, c'était aussi un film qui m'a énormément marqué par son ambiance et sa tonalité. Et du coup, je voulais savoir un petit peu, Angel Heart, déjà à quel moment vous l'avez découvert, et quel impact vraiment il a eu sur vous? J'ai dû le voir la première fois, je pense, au début des années 90, quelque chose comme ça. Et puis, c'est un film qui, effectivement, par l'horreur graphique, vous marque énormément. Et c'est aussi l'histoire qui vous marque. Les tribulations de Mickey Rourke sous la peau de Harry Angel sont inexplicables dans un premier temps. On voit le détective Badgam qui est contacté par Louis Cypher pour rechercher Johnny Favorite qui a disparu, et afin que Johnny Favorite remplisse sa clause du contrat. Mais on ne comprend pas quel est le contrat au départ. Et puis on le voit, c'est un pauvre détective miteux des années 50, sans grande envergure, et qui avance. Et plus le film avance, plus on s'enfonce dans l'horreur, dans l'incompréhension, jusqu'à la révélation finale en fait. Certains disent que on voit très bien comment ça va se terminer. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien fait. Et ce qui m'a intéressé, c'est cet univers vaudou qui était très bien retranscrit. C'est une sorte d'hystérie autour du satanisme, puisqu'on assimile souvent le vaudou au satanisme, ce qui est absolument faux, parce que c'est une religion qui n'est pas forcément sataniste comme on l'entend. C'est une religion différente, donc on en fait quelque chose de mauvais. Ça c'est une vision occidentale des choses. Mais on a cet ingrédient qui est très peu utilisé encore, je trouve. Et c'est dommage de ne pas l'utiliser dans le cadre d'un roman fantastique. Et c'est ce que je me suis dit. Ensuite, il y a la question d'être conscient de ce qui se passe et de raconter la vraie histoire. Et c'est ce genre d'ingrédient qui m'a fascinée. C'est-à-dire partir sur un roman où on part sur une première piste, où on se dit c'est une enquête pour retrouver une personne, et puis en fait complètement bifurqué, parce qu'en fait l'histoire ce n'est pas celle-là, et on ne la découvre qu'à la fin. Si Louis Cypher va voir Henry Angel, c'est pas un hasard, c'est qu'il sait qui il est en fait au départ. C'est ce genre de récit qui m'intéressait. Le roman de base. Non, j'ai pas lu le roman de base. C'est vrai que c'est un manque de ma part. Le film est réalisé par Alan Parker, et donc avec au casting on retourne en partie, on retrouve Mickey Rourke et Robert De Niro. Est-ce que c'est aussi un petit peu
le réalisateur, là, peut-être si vous avez vu ses autres films précédents, et éventuellement le casting aussi qui vous avait, outre le sujet, qui vous avait attiré aussi? Non, c'est vraiment le film, le thème du film qui m'avait attiré et qui m'attire toujours. C'est un film que je revois avec d'intérêt parce qu'il y a cette ambiance, il y a cette histoire qui a deux faces et qu'il faut suivre vraiment jusqu'à la fin pour comprendre un peu tous les enjeux. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à Mulholland Drive, c'est des histoires à double face en fait. Et je trouve ça assez fascinant de ne pas avoir une histoire complètement linéaire avec un début et une fin et une suite d'événements très logiques entre les deux. Et je trouve ça très intéressant en termes de ligne narrative, plutôt que de faire toujours une ligne droite, avoir quelque chose qui se regarde sous différents angles en fait. Justement, vous m'avez dit ça vous a aidé pour l'écriture donc de Corporation. Je voulais savoir justement Corporation de quoi ça parle et qu'est-ce que vous avez, on va dire, repris, en tout cas, ouais, vous avez repris de Angel Heart pour la préparation de Corporation. Qu'est-ce que justement, quels ont été un petit peu les ingrédients d'Angel Heart que vous avez grappillé un petit peu pour la création de Corporation? Bah, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire l'univers vaudou, Mmh. les sacrifices, le sang, l'horreur graphique qu'on retrouve notamment sur une des scènes qui fait basculer le roman, qui est une scène de sacrifice particulièrement gore. Les malaises de l'héroïne principale, le fait que ce soit une enquête policière au départ, et puis cette histoire à double face et le basculement à l'intérieur de l'histoire. Même s'il est, je le trouve quand même assez secondaire dans le film. Moi, je me souviens également aussi d'un autre film, d'ailleurs que j'avais chroniqué sur ma chaîne, qui s'appelle L'Emprise des Ténèbres de Wes Craven, avec Bill Pullman, où clairement en fait c'était vaguement inspiré d'une histoire vraie, où en gros c'était quelqu'un qui était envoyé justement je crois que c'était à Haïti, je crois, où justement il voulait justement utiliser un petit peu tout ce qui touchait autour du vaudou pour créer un nouveau vaccin, et ça va un petit peu l'emmener vers des recoins très sombres. Et je veux savoir si peut-être aussi il y a eu d'autres œuvres qui traitaient du sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma d'horreur, le thème du vaudou, ça se fait tellement rare parce que l'Emprise de Ténèbres traitait plutôt aussi la figure du zombie. Donc là aujourd'hui, la figure du zombie, c'est plus tout ce qui a été popularisé par Romero avec voilà les revenants qui bouffent les gens et tout ça. Et clairement, le zombie vaudou, à part quelques œuvres qui me viennent en tête, notamment White Zombie avec Bela Lugosi ou justement le film de Wes Craven, c'est quelque chose qui se fait un petit peu rare aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a fasciné vraiment dans je sais pas comment dire, dans cette religion vaudou pour l'imprégner dans votre roman en fait? Alors déjà, d'un point de vue professionnel, j'étais amenée à m'intéresser au vaudou, du part de mes activités professionnelles, par le contact avec certaines personnes qui sont porteuses de ces religions et de ce mysticisme. Ce qui est assez intéressant de voir, c'est le fait d'être imprégné par une culture qui conduit à adopter un certain nombre de comportements et à croire à un certain nombre de choses. Et ça va codifier votre comportement, même à l'étranger. Donc, j'ai été amenée à discuter dans un cadre très professionnel sur ces sujets-là et à me rendre compte comment ça a imprégné le comportement des gens. Ce qui m'intéresse aussi, c'est la réaction assez fanatique par rapport aux croyances. C'est-à-dire que à partir du moment où vous acceptez un certain nombre de choses d'un point de vue croyance, vous êtes capable de commettre un certain nombre d'actes. Et dans Corporation, on retrouve ça, puisque il y a une sorte de, on va dire, de complot meurtrier qui est à l'œuvre derrière le roman. Donc l'important, c'est pas dans le roman de savoir qui a tué, mais pourquoi on a tué. Et
pourquoi on a tué et quelles sont les forces à l'œuvre derrière tous ces meurtres. Est-ce que il y avait encore quelque chose que vous voulez rajouter par rapport au film Angel Heart, votre expérience un petit peu personnelle? Est-ce qu'il y a des moments dans le film vraiment qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a peut-être des choses qui vous ont un petit peu dérangé dans le traitement du film? Bah, il est dérangeant. Tout à l'heure, on a évoqué certaines scènes qui sont particulièrement gore, la scène du lit ensanglanté, ça c'est sûr que ça marque. Voilà. Mais tous les meurtres qui sont commis dans Angel Heart sont particulièrement horribles en général. Que ce soit le toxicomane qu'on laisse crever voilà, dans son coin, tous meurent de façon assez spectaculaire et on se rend compte à la fin de qui a commis vraiment ces meurtres et pourquoi il les a commis. Donc c'est aussi la manipulation de cette personne qui est intéressante. La manipulation par le personnage principal qu'on voit très peu finalement, qui est Robert De Niro. Ouais. Et souvent les pires personnages finalement, ce sont ceux qu'on voit très peu. Quand on prend Hannibal Lecter dans le Silence des agneaux, il est à l'écran combien de temps? Il est à l'écran quelques minutes. Ouais, 10 minutes grand max en fait. Ouais. Et pareil dans Seven, le personnage le plus atroce n'est là que quelques minutes. Et c'est des personnages qui sont intéressants parce que ils marquent tellement, ils font tellement peur que ils imprègnent notre culture, mais seulement avec quelques minutes. Si on les voyait plus longtemps, finalement, ça les rendrait moins méchants, puisqu'on s'accoutume assez fréquemment de choses terribles. Plus on les voit, moins on en a peur, je trouve. Je crois d'ailleurs, Alan Parker disait durant le tournage que Robert De Niro, il était tellement terrifiant parce qu'en plus au niveau de sa coupe de cheveux, au niveau de sa tenue, même ses ongles vraiment bien taillés, que clairement en fait il y a même pas eu de direction d'acteur. Il a laissé Robert De Niro en total roue libre. Vas-y, joue ton personnage et après voilà, Robert De Niro il a une carrière grand acteur, voilà. Un immense acteur, oui. Et que clairement en fait il a laissé voilà, je te donne un petit peu ce que j'attends de toi au niveau de ton personnage. Après, t'en fais ce que tu veux. Et il y a la caméra qui laisse couler. Et Robert De Niro est juste extraordinaire. Mickey Rourke aussi est très bon. Hein. Il arrive à tenir le film à lui seul. C'était encore sa carrière où il était encore bien beau gosse avant qu'il aille se lancer dans la boxe. Et puis là, c'est autre chose. Oui, et puis autre chose, certainement. Ouais. Par contre aussi, ce qui m'avait énormément troublé, c'était en fait le final qu'on a dans le générique de fin où on voit le personnage de Mickey Rourke qui est en fait dans l'ascenseur. Ouais. Moi, j'ai cru voir un petit peu ça comme une sorte un petit peu de purgatoire. De descente aux enfers en fait. C'est ça, entre le monde des vivants et le monde des morts qui descend jusqu'au tréfonds. Je sais pas comment vous avez vu ça un petit peu aussi au niveau de... Oui, j'ai vu une descente aux enfers, c'est-à-dire qu'on le prend et on le descend dans les flammes de l'enfer. Voilà, parce qu'il a vendu son âme au diable, en fait, pour avoir la célébrité en tant que Johnny Favorite. Il a fait un rituel satanique pour essayer d'échapper, de duper le diable. Et là, le diable l'a retrouvé et lui fait payer. Et il a fait payer à tous ceux qui l'ont aidé, tous ceux qui ont été en contact avec lui. Et en plus, en le manipulant. Ouais. C'est quand même terrible comme histoire. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Oui, c'est un petit peu pareil. C'était un petit peu ce qu'il y avait au niveau de l'explication à la fin. Écoutez, je sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter par rapport au film et je pense qu'on peut conclure. On peut conclure. On peut conclure. Alors déjà, je voulais si vous avez envie de découvrir un petit peu le travail d'Oreza Dantes, je vous mettrai dans la description tous les liens. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors du coup, sur Insta. C'est là où sur Insta, sur Facebook. Facebook. Et puis, j'ai recommencé à publier un peu de romance sur Wattpad.
Wattpad. D'accord, ok. Bah, de toute façon, j'enverrai tous les liens dans la description, comme ça vous pouvez, Super. découvrir votre travail. Au niveau d'événements, alors donc on est qu'au mois d'avril 2025. Est-ce que vous avez déjà un petit peu des dates où on peut vous retrouver prochainement? Prochainement, non, j'ai pas vraiment de date. Je sais que j'ai été contactée pour Roissy-en-Brie en novembre, je crois, cette année. D'accord. Pour l'instant, c'est relativement calme, mais j'ai beaucoup de travail d'un point de vue professionnel, donc ça m'arrange. D'accord, ok. Justement, parce que voilà, comme il y a tout le temps plein de festivals où justement il y a des écrivains. Je pensais que on était qu'au mois d'avril, vous avez déjà un petit peu votre programme à l'année. Mais d'accord. Après, je pense qu'il se peut peut-être que au courant de l'année, on va vous Oui, ça peut contacter. bouger et ça peut bouger très, très rapidement. En même Mhm. temps, bon, là, pour l'instant, j'ai pas de sortie, donc j'ai pas non plus de livres à promotionner. D'accord, ok. Justement, c'était pour ça aussi parce que on avait parlé de la réédition de la trilogie des Astres, mais est-ce que à côté, il y a autre chose qui va apparaître cette année ou pour l'instant vous êtes encore en cours d'écriture? Pour l'instant, je suis en cours de réflexion et d'écriture, ouais. D'accord, ok, ok. Donc on va dire que 2025 c'est un peu une année de transition, on va dire. Ouais, D'accord. tranquille. Ok. Bah écoutez, Oreza Dantes, je vous remercie encore énormément pour cet entretien. C'était vraiment Merci à vous. enrichissant un petit peu. Ça me permet un petit peu de vous connaître un peu plus, de découvrir votre univers et justement un petit peu votre rapport, vos inspirations entre littérature, cinéma et en plus de revenir avec ce film Angel Heart réalisé par Alan Parker, qui est un film que j'apprécie énormément et justement d'en parler avec vous, c'était vraiment plaisant. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur, vraiment toute la réussite pour cette année 2025 et pour les années à venir. J'espère vraiment que voilà, vous allez vous développer, que vos projets vont se concrétiser. Je vous le souhaite énormément. En tout cas, encore un gros merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. D'ici là. Pour ceux qui nous écoutent, donc, je vous renverrai le lien pour découvrir tout le travail d'Oreza Dantes. Vous allez voir tout ce qu'elle a fait. C'était vraiment très, très impressionnant et très intéressant. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao! Ciao!